Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui manifestement vous a plu étant donné qu'on a eu de nombreuses demandes pour y participer. Je me présente rapidement. Je suis Mélissa Annick et je suis responsable des partenariats au sein de la société C'est la vie Pierre. Et si nous avons organisé ce webinaire aujourd'hui sur la revente d'un bien LMNP en résidence gérée, aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu de nombreuses demandes lors des précédents webinaires et également parce qu'au quotidien, on a des demandes de la part des vendeurs. C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu flou. Les vendeurs ont du mal à comprendre comment l'évaluation est effectuée. Ils ont beaucoup de questions sur le marché en lui-même et comment cela fonctionne. Et on a également nos partenaires qui sont des conseillers en gestion de patrimoine qui nous posent régulièrement la question sur comment ça se passe pour la revente. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de répondre le plus simplement possible à vos questions. Comment se déroule une revente en LMNP et quelles sont les étapes importantes. Donc, pour information, lors de ce webinaire, vous allez pouvoir poser des questions. Vous avez un onglet tout en bas à droite où vous avez un onglet questions. Vous allez pouvoir poser vos questions et j'ai ma collaboratrice Karine Boucherie qui va pouvoir répondre. Attendez, j'ai un problème J'arrive pas à mettre la caméra. Non. Donc, je disais donc, vous avez un onglet questions. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions lors du webinaire. Ma collaboratrice vous répondra. Il y a également un replay qui sera disponible sur YouTube. Donc, si vous ne pouvez pas participer à la totalité du webinaire, vous allez pouvoir regarder le replay. Merci de ne pas communiquer dans le chat votre adresse mail. Mais en revanche, si vous souhaitez le support, vous pouvez écrire support et nous, on vous l'enverra ensuite après le webinaire. Voilà pour la petite introduction. Je vais laisser à présent ma collaboratrice Gwenaëlle présenter le groupe C'est la vie. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien également. Je pense que le son doit être activé de votre côté. Donc, pour le groupe C'est la vie, vous connaissez déjà un petit peu. On revient un petit peu sur les fondations de C'est la vie. Le groupe C'est la vie a été créé il y a un peu plus de 20 ans par la société C'est la vie Gestion. Donc, on venait en fait accompagner initialement les propriétaires dans leur fiscalité. Donc, aujourd'hui, C'est la vie Gestion accompagne les propriétaires bailleurs en résidence gérée dans la fiscalité de leurs biens et également dans l'accompagnement lié au bail commercial. De là a découlé une autre société suite à la forte demande des propriétaires, la société C'est la vie Syndic. Donc, nous exerçons aujourd'hui également en tant que syndic de copropriété en résidence gérée. Et plus récemment est née la société Ma Déclaration Meublée qui vient prendre en charge les déclarations fiscales des LMNP à 219 € TTC par an. Voilà. Je vais laisser maintenant Mélissa continuer sur la société C'est la vie Pierre qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, concernant C'est la vie Pierre, donc justement, C'est la vie Pierre a été créée en 2018 pour répondre justement à de nombreux propriétaires au sein des sociétés C'est la vie Gestion et C'est la vie Syndic, donc des propriétaires qui souhaitaient revendre leurs biens et on n'avait pas ce pôle revente, donc C'est la vie Pierre a été créé pour justement répondre à cette demande. Aujourd'hui, C'est la vie Pierre, c'est donc on est 6 collaborateurs et on est vraiment experts en LMNP ancien. On fait vraiment uniquement que de la revente dans l'ancien. On ne fait pas du tout de neuf ou de marché traditionnel. On est vraiment que sur du LMNP ancien. Aujourd'hui, on a fait plus de 800 ventes et on a vraiment eu des très bons résultats et des vendeurs très satisfaits. D'ailleurs, les avis Google peuvent l'indiquer étant donné qu'on a 4,9 étoiles aujourd'hui sur Google. À savoir également qu'aujourd'hui, on commercialise nos biens sur une plateforme. J'y reviendrai un petit peu après là-dessus. Aujourd'hui, on a plus de 250 lots en vente sur tout le territoire français et on vend des biens sur les 4 segments, c'est-à-dire sur l'EHPAD,
les résidences affaires, les résidences étudiantes et les résidences de tourisme. Donc voilà, c'est vraiment notre expertise. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu donc, le sommaire. Donc, on va parler des spécificités de la revente LMNP, ce qui distingue de l'immobilier classique pour que vous puissiez vraiment comprendre quelle est la différence entre le marché classique et la revente LMNP. Je vous expliquerai également comment nous, on réalise en interne une évaluation et je vous montrerai 2 exemples pour que ça vous parle un petit peu plus. Et ensuite, on verra les étapes de la revente. Je vous expliquerai également pourquoi le mandat exclusif. Ma collaboratrice Gwenaëlle Plantive interviendra ensuite sur les aspects fiscaux à anticiper. Et on terminera, moi je regarderai ensuite les questions qui ont été posées et auxquelles on n'a peut-être pas eu le temps de répondre ou que je trouve très intéressantes. Et du coup, je pourrais un peu plus développer à l'oral. Voilà le programme. Alors, dans un premier temps, je vais donc vous parler des spécificités de la revente LMNP gérée. Alors, en quoi est-ce différent du marché classique ? Tout simplement parce qu'on est sur un marché d'investisseurs. Effectivement, on n'est plus du tout sur des clients qui recherchent le coup de cœur ou un bien lumineux. Pas du tout, on est vraiment sur un marché d'investisseurs, c'est-à-dire ils recherchent du rendement, ils cherchent des revenus complémentaires, ils cherchent à se créer un patrimoine. Donc, on n'est vraiment plus du tout sur le marché classique. C'est vraiment des ventes qui sont effectuées à des investisseurs. Et ces ventes, au sein de C'est la vie Pierre, elles sont effectuées par nos partenaires qui sont des conseillers en gestion de patrimoine. Je tiens à le préciser parce qu'on n'est pas du tout sur de la vente classique. C'est vraiment des conseillers en gestion de patrimoine qui vont proposer les biens à leurs clients justement qui sont investisseurs. Donc, c'est vraiment nos partenaires qui vont présenter vos biens à ces clients qui recherchent, comme je vous l'ai dit, globalement du rendement. Aujourd'hui, notre réseau de conseillers en gestion de patrimoine, ils ont accès donc à une plateforme et ils ont accès à l'ensemble des lots. On met à disposition les fiches produits, des fiches de diligence, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur notre travail d'expertise. Mais voilà, on est vraiment sur un marché différent. Donc, je tenais vraiment à le préciser. C'est vraiment le premier point qui explique pourquoi la vente en LMNP diffère du marché classique. Ensuite, on a également, comme vous le savez, un bail commercial. Le bail commercial, c'est vraiment le document qui valorise votre bien. Ça représente, je dirais, 70% de la valeur de votre bien. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le bail qui va encadrer le montant de votre loyer, la durée du bail, également les indexations, les charges, également les obligations de chaque partie. Donc, le bail, c'est vraiment le premier document que l'on va vous demander si vous souhaitez réaliser une évaluation. Si nous n'avons pas de bail, on ne pourra absolument pas faire une évaluation. C'est vraiment les conditions du bail vont vraiment définir la valeur de votre bien. C'est vraiment le document très important et qui également, comme vous le voyez, c'est bien différent du marché classique. Le marché classique, on n'a pas de bail commercial, on n'a pas d'exploitant et ça, c'est donc le troisième point. On a un exploitant professionnel, comme vous le savez, qui effectue toute cette gestion locative. C'est lui qui va gérer votre bien, c'est lui qui va louer votre bien et qui va vous verser des loyers mensuellement ou trimestriellement. Donc voilà, l'exploitant est très important parce que nous, on va analyser qui est l'exploitant, on va analyser ses résultats financiers, on va regarder également les comptes d'exploitation, est-ce qu'ils sont positifs, est-ce qu'ils sont négatifs. Si on arrive en fin de bail et qu'on voit des comptes d'exploitation négatifs, il peut y avoir à ce moment-là une interrogation de notre part en se disant attention, on va peut-être avoir une baisse de loyer au renouvellement du bail. Bon voilà, on analyse tout ça parce que c'est très important et c'est ce qui définit également la valeur du bien. L'exploitant, c'est vraiment important également pour les investisseurs. Si l'exploitant a très mauvaise réputation, les investisseurs vont avoir un peu plus de mal à aller vers ce bien. Donc, c'est également très important.
J'ai vu une question concernant les exploitants. Est-ce qu'on évite de travailler avec certains exploitants? Alors, je vais être très transparente. Si nous n'avons pas assez d'éléments sur l'exploitant, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa situation financière, qu'on n'a pas les comptes d'exploitation de la résidence, voilà, on ne va pas forcément y aller. Le but, ce n'est pas d'avoir le maximum de stock pour nos partenaires, mais bien évidemment d'avoir des lots que l'on sait que l'on va pouvoir vendre. Et ma collaboratrice qui effectue les évaluations, de toute manière, sera très transparente avec vous. Si on ne se sent pas capable de vendre votre bien, on vous le dira. Si on n'a pas suffisamment d'informations sur l'exploitant ou sur autre, sur peut-être les conditions du bail, si tout est trop incertain, on ne va pas forcément aller sur la vente et vous proposer un mandat. Donc voilà, là, je vais être très claire là-dessus. On ne vend pas tout et n'importe quoi. Sans les éléments nécessaires pour commercialiser, on ne pourra malheureusement pas vous aider. Et le dernier point, pourquoi donc ce marché est spécifique, c'est également parce que, comme vous le savez, c'est un marché où, donc, comme je vous le disais, les investisseurs recherchent du rendement. Le rendement, il est déterminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs, oui, le marché a évolué. On est vraiment sur un marché vendeur, on a beaucoup de lots en stock et aujourd'hui, les investisseurs recherchent du rendement, ils recherchent les opportunités. Ils veulent évidemment des biens assez sécurisés, mais ils recherchent aussi du rendement. Donc, ils ont le choix, ils ont beaucoup de lots en vente et c'est vrai qu'ils vont souvent demander le maximum de rendement. Donc voilà, c'est vrai que les rendements attendus aujourd'hui, que je vous donne un petit peu un ordre d'idée, sur de l'étudiant, on va être sur des rendements aux alentours de 4,5 à 5% sur des résidences donc étudiantes. Sur de l'affaire et du tourisme, on va être entre 5,5 et 6,5 de rendement. Je vous dis les moyennes. Je veux bien préciser les moyennes parce qu'après, encore une fois, chaque évaluation est vraiment unique et ça va vraiment dépendre du condition du bail, des travaux, etc. Ça, je vais y revenir juste après. Sur les résidences EHPAD, il y a encore quelques années, on avait des rendements aux alentours de 4-5%. Là, le marché a beaucoup évolué. Suite à l'affaire Orpea, Corian, etc., on a eu une chute des ventes en EHPAD. Et aujourd'hui, les rendements attendus sur l'EHPAD sont nettement supérieurs. On va être plus aux alentours de 5,5%, voire 6%, voire même plus, si on est trop incertain des conditions du bail et du futur renouvellement, etc. Donc voilà, les rendements aujourd'hui sont plus élevés qu'il y a quelques années, notamment en 2018, quand on a commencé. Les rendements étaient plus faibles. Donc, voilà pour cette première partie sur les spécificités de la revente. Je vois la question, je vois qu'il y a plusieurs questions. Je reviendrai sur d'autres éléments peut-être tout à l'heure au besoin. Maintenant, je vais passer donc à l'évaluation de votre bien. Comment on évalue votre bien? Quels sont les critères d'évaluation? Je vais vous expliquer au mieux les critères et comment on fonctionne. Donc, le premier critère, et c'est vraiment ce qui définit évidemment la valeur de votre bien, c'est votre revenu annuel hors taxe. On va vous demander vos factures de l'année en cours parce que c'est vraiment ce qui va définir la valeur de votre bien ainsi que le rendement locatif. Donc, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais c'est vraiment ça qui va définir la valeur du bien. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, donc on a un exploitant en place. Donc là, on va également analyser qui est l'exploitant. Donc, on va évidemment regarder si l'exploitant a bonne réputation, comment se porte le service propriétaire, comment est-ce qu'on a vraiment la régularité des paiements de loyer. Voilà, on va vraiment regarder et analyser qui est l'exploitant. C'est vraiment important. Également, les critères du bail commercial, donc la durée du bail restant. Est-ce qu'on est sur un bail récent? Est-ce qu'on arrive en fin de bail? Est-ce qu'on est en tacite? Tous ces éléments-là vont également définir le rendement locatif qui sera attendu par les investisseurs. Pour faire court, plus le rendement est élevé, plus il y a de risques. Donc, plus on va avoir d'éléments négatifs, on va dire, sur l'exploitant, sur la durée du bail,
mais également, par exemple, sur les comptes d'exploitation. Si les comptes d'exploitation sont négatifs, là, c'est pareil, on risque d'avoir une baisse de loyer, donc on va forcément le prendre en compte dans notre évaluation et on va forcément attendre un rendement plus élevé. Également, l'emplacement géographique est important. Ça fait partie des éléments importants. Il faut que ce soit en cohérence avec la destination de l'immeuble. C'est vrai que si on a une résidence étudiante, par exemple, loin des universités et avec peu de transports en commun à côté pour justement avoir la connexion avec les universités, le remplissage de la résidence risque d'être compliqué. Donc, il faut vraiment que tout soit cohérent avec l'emplacement et la destination de l'immeuble. On va également regarder la qualité de la résidence et c'est là où nous, on a un gros point fort, c'est qu'on est syndic de la majorité des résidences. Donc, on sait si la résidence est bien entretenue. On a la gestionnaire du syndic qui va se déplacer minimum une fois par an pour visiter les résidences. Donc, on a les comptes rendus de visite. Donc, on va vraiment, via nos 2 sociétés sœurs, C'est la vie gestion et C'est la vie syndic, avoir justement toutes ces informations sur la résidence, sur l'exploitant, sur la régularité des paiements de loyer. Donc, voilà, ça, c'est vraiment tous ces éléments que l'on a. Et c'est là le gros point positif de l'ancien, c'est qu'on a un historique et tous ces éléments, on va s'en servir pour effectuer l'évaluation de votre bien. Et en dernier point, on va tout de même regarder les transactions qui ont eu lieu. On va regarder sur le site DVF, peut-être que vous connaissez. Mais ce site nous permet de voir un petit peu les transactions qui ont été effectuées lors des précédents mois ou années. Et on peut avoir une idée des prix de vente. Donc, voilà un petit peu comment se passent les évaluations des biens. On analyse vraiment tous les points, c'est très important. On ne va pas juste prendre votre revenu annuel et se dire « Oh, bah tiens, ça va être du 5%. » Non, on va d'abord vraiment étudier tous les éléments, le bail commercial, l'exploitant, les comptes d'exploitation et les PV d'AG également pour voir si on a des travaux à venir. On va vraiment tout étudier avant de vous envoyer une évaluation. Donc, toutes les personnes j'y reviendrai tout à l'heure, mais si vous souhaitez une évaluation, il faut compter minimum 48 voire 72 heures. Et là, après ce webinaire, j'imagine qu'on risque d'avoir pas mal de demandes d'évaluation. Mais on essaie d'être très réactif, d'être le plus réactif possible, mais à savoir que s'il nous manque des éléments, on vous demandera des éléments complémentaires ou nous, il va falloir qu'on aille rechercher ces éléments manquants. Et on ne vous donnera pas d'évaluation sans avoir étudié tous ces critères. Donc, voilà un petit peu pour les évaluations. Je vais passer maintenant aux exemples pour vous montrer un petit peu justement comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris 2 exemples. Je suis partie sur les mêmes revenus annuels pour que vous puissiez voir la différence de prix par rapport aux différents critères. Donc là, je suis partie sur une résidence à Deauville, très belle résidence, emplacement premium. Là, on est vraiment sur un emplacement proche de mer. Deauville, vous connaissez tous, c'est vraiment très bel emplacement. L'exploitant, c'est Goelia. Très, très bon exploitant en résidence de tourisme. Je ne sais pas si vous le connaissez pour certains, mais voilà, il a très bonne réputation, bon service propriétaire. Les comptes d'exploitation de la résidence sont positifs. Ils veulent rester en place. La durée du bail, il nous reste 3 ans, mais voilà, on n'a pas trop de sujets sur la location en elle-même. En revanche, on est sur une construction de 2008 avec un DPE-F et un ravalement de prévu en termes de travaux. Donc, ça sous-entend une enveloppe travaux assez importante à prévoir. Et dans ce cas-là, nous, en tant que commercialisateurs, on est obligé de proposer le bien avec un rendement minimum de 6% parce que on sait que l'investisseur va devoir sortir une enveloppe assez importante pour financer les futurs travaux. Donc, si on propose à 5%, on sait que ça ne partira pas. Malgré le fait qu'on ait un très bel emplacement, un très bon exploitant et qu'on sait que la résidence fonctionne bien, on est obligé de prévoir cela et d'avoir un impact sur le rendement qui sera proposé à l'investisseur. Et donc, le calcul, il est simple. On prend donc 5 000 pour les 5 000 euros de loyer, qu'on divise par 0,06 pour le rendement attendu, donc de 6%, et cela nous donne le prix de vente estimé, frais d'agence inclus.
Donc, voilà comment, le calcul qui est effectué et encore une fois, le rendement attendu. Comme je vous l'ai dit, en moyenne, sur du tourisme, on peut être à 5, voire 5,5. Mais si on a là, par exemple, un gros budget travaux, on est obligé d'augmenter le rendement. Et donc, pour cette résidence, on part sur un rendement minimum de 6% et ça nous donne le prix de vente que l'on estime. Donc, voilà pour ce premier exemple avec un revenu annuel de 5 000 €. Je pars sur le même revenu annuel, mais sur un type différent, parce que là, on est sur de l'étudiant. On est à Nantes, très belle résidence également. Elle date de 2015, donc c'est une résidence plutôt récente. On est avec l'exploitant Magora, mais anciennement, c'était Odalis. C'est juste qu'ils ont changé de nom. Mais voilà, on est sur un exploitant qui a quand même une bonne réputation. On a sur cette résidence aucun souci. Il nous reste, sur le bail commercial, il nous reste 9 années restantes. On est sur un DPE B, donc nettement mieux que sur celui de Deauville, et on n'a aucun travaux à prévoir. Sur l'étudiant, pour nous, là, il n'y a pas de sujet. Tout fonctionne bien, on n'a pas de travaux, le revenu, il est correct par rapport à la location. Le rendement attendu pour nous sur ce type de bien est de 4,5%. Donc, on va reprendre le loyer à 5 000 € qu'on divise par 0,045 donc pour le pourcentage, et ça nous donne un prix de vente à 111 000 €. Donc, on est sur un prix de vente bien plus élevé que sur Deauville, alors que l'emplacement pour les deux est très bon. On voit bien que là, ce qui a vraiment joué sur l'évaluation, c'est les travaux à prévoir. Il peut y avoir encore d'autres facteurs qui peuvent faire que votre rendement soit supérieur, enfin le rendement attendu soit supérieur, comme je vous l'ai dit. C'est en cas de fin de bail commercial. Si on arrive en fin de bail commercial et que les comptes d'exploitation sont négatifs, nous, tout de suite, ça va nous alerter et on va se dire, attention, il risque d'y avoir une baisse de loyer au renouvellement du bail. Et ça, nous, on est obligé d'en informer les investisseurs. On est obligé d'être transparent avec eux. C'est notre devoir en tant que commercialisateur. Et encore une fois, on effectue des ventes via des conseillers en gestion de patrimoine. Ce sont donc nos partenaires. Et on se doit d'être transparent avec eux et eux se doivent d'être transparents avec les clients. On ne veut pas de service après-vente, comme on dit, parce que si on ne leur donne pas toutes les informations que l'on a, eux, après, peuvent effectivement avoir de mauvaises surprises et revenir vers nous mécontents en indiquant qu'on ne leur avait pas donné toutes les informations. Donc voilà, nous, on se doit d'être vraiment transparent et c'est pour ça qu'on vous demande à chaque fois tous les documents et que nous, on transmet tout cela à nos partenaires. Je ne peux pas mettre sur le bien de Deauville, enfin je peux si je veux, mais je ne vais pas mettre 5% alors qu'on a une grosse enveloppe travaux à prévoir. Donc c'est vraiment tous ces facteurs qui vont faire que le rendement attendu sera plus ou moins élevé et qui vont donc valoriser votre bien. Donc voilà un petit peu pour les évaluations. J'espère que j'ai été assez claire. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je pense que mes collaboratrices, les prix d'achat de résidence. Je regarde un petit peu vos questions. Alors, le prix de revente, je vois, est affiché hors taxe ou TTC. On est toujours sur du hors taxe, on est sur de l'ancien. Donc, on n'a plus de TVA. Autant quand vous avez, alors si certains d'entre vous ont acheté dans le neuf, vous avez effectivement eu le remboursement de la TVA. Mais là, sur de l'ancien, on n'a plus la TVA. Donc, on est sur des prix de revente hors taxe. Et vous, en tant que vendeur, si vous avez acheté dans le neuf et qu'aujourd'hui, vous voulez revendre votre bien, par exemple, si vous avez acheté en 2010 et que vous avez donc récupéré la TVA sur le prix d'achat, il faut savoir que pour ne pas avoir remboursé la TVA que vous avez perçue donc, lors de votre acquisition, vous devez garder le bien au moins 20 ans. Sous bail commercial. Donc, si aujourd'hui, par exemple, donc ça fait 15 ans, par exemple, que vous avez acheté le bien et qu'il est toujours sous bail commercial, sachez que vous n'avez pas de TVA à rembourser à l'État. Tant que le bien est vendu sous bail commercial, vous n'avez pas de TVA à rembourser. Donc ça, c'est vrai qu'on a souvent cette question. C'est pour ça que je me permettais d'y répondre. Donc, voilà pour les évaluations. Maintenant, je vais passer au mandat. Je vais vous expliquer pourquoi nous, on fonctionne
uniquement avec des mandats exclusifs. Je vous explique pourquoi, parce qu'on a souvent la question et parfois certains d'entre vous peuvent ne pas souhaiter le mandat exclusif, mais sachez que, enfin voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, nous, quand on va commercialiser un lot, on n'a pas juste, entre guillemets, une visite à faire et quelques photos et on fait une annonce. Non, on a vraiment tout ce travail d'études sur le paille commercial, tout ce travail d'études sur l'analyse de l'exploitant. On doit vérifier énormément de documents. La mise en commercialisation d'un bien, elle est également assez longue parce qu'on se doit, comme je vous l'ai dit, d'être transparent avec nos partenaires. Donc, on effectue des fiches produits, on effectue des fiches qu'on a appelées des fiches de diligence. Ça permet à nos partenaires, donc conseillers en gestion de patrimoine, d'avoir le maximum d'informations. Et c'est un scanner, en fait, de toutes justement les recherches que l'on a effectuées. Eux, ça leur facilite la vente, mais c'est surtout que nous, on leur donne toutes les informations importantes sur justement qui est l'exploitant, les conditions du bail, comment est payé le loyer, est-ce que c'est trimestriel ou mensuel, est-ce qu'il y a une indexation, qui paye les charges, est-ce que la taxe d'ordure ménagère est récupérable. On va également regarder donc les PV d'AG, on va lire les PV d'AG, s'assurer s'il n'y a pas des gros travaux qui ont été votés ou qui ont été par exemple rejetés mais qui vont sûrement être remis au vote l'année suivante. Donc voilà, on a vraiment énormément d'études à effectuer et pour nous, on ne va pas prendre un mandat non exclusif parce qu'on a tellement de travail, nous, en interne, ça prend beaucoup de temps. Donc, si on ne peut pas non seulement avoir le mandat exclusif, ça veut dire qu'on ne peut pas assurer la disponibilité des lots à notre réseau de partenaires. Ça nous est arrivé ça nous est arrivé de ne pas avoir d'exclusivité. Les vendeurs nous avaient promis de revenir vers nous si eux, de leur côté, avaient une offre. Malheureusement, ils ne sont jamais revenus vers nous et nous, on a considéré que le bien était toujours en vente. Le partenaire a vendu le bien à un client. Et puis, au moment où on a contacté le vendeur, c'est là qu'on a appris que le bien était vendu. Donc, malheureusement, on a eu un doublon. On a eu donc, nous, on a fait énormément de travail pour rien. On a eu notre partenaire conseiller en gestion de patrimoine qui a proposé le bien à son client investisseur. Donc, lui était très mécontent parce que, pareil, il avait effectué plusieurs rendez-vous avec son client. Son client insatisfait, donc là, le conseiller risque de perdre son client parce que ça fait preuve, on a l'impression qu'on n'est pas professionnel dans ces cas-là parce qu'on propose un lot et puis finalement, il n'est plus disponible. Donc, voilà, nous, on veut vraiment assurer la disponibilité des lots à nos partenaires. On a eu des problèmes et on ne veut plus ça. Sachez toutefois que le mandat exclusif, c'est pour une durée de 3 mois. Si après 3 mois, nous n'avons pas su vous communiquer des offres ou autres, vous pouvez mettre fin à l'exclusivité. On parle de 3 mois d'exclusivité. Après, c'est à nous, effectivement, de faire le travail pour le vendre le plus rapidement possible. Mais voilà, nous, on ne va pas prendre de mandat sans exclusivité. C'est vraiment un marché spécifique, encore une fois. On se doit de garantir la disponibilité et l'exclusivité à nos partenaires. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu ce système. Et encore une fois, comme je vous l'ai indiqué, c'est beaucoup de travail pour nous, toutes ces fiches à préparer. Donc voilà, si on est sur un bien dans une résidence que l'on n'a jamais commercialisé avec un exploitant qu'on connaît moins bien, c'est vraiment des heures et des heures de travail. Donc voilà pourquoi le mandat exclusif est stratégique. Et par ailleurs, on est plusieurs sur ce domaine et je sais que nos confrères souhaitent également l'exclusivité. On a vraiment très peu de non-exclusivité. Donc, voilà pour ce sujet sur le mandat exclusif. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des étapes. Alors, la première étape, bien évidemment, c'est l'évaluation et le mandat. C'est-à-dire, donc, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes intéressé pour avoir l'évaluation de votre bien, sachez qu'elle est gratuite. Je vous donnerai juste après les coordonnées de notre collaboratrice afin d'effectuer les demandes d'évaluation. Donc, la première étape, c'est elle va vous répondre par email et elle va vous indiquer plusieurs documents obligatoires
pour justement effectuer l'évaluation. Donc, comme je vous l'ai dit, il nous faut, si vous voulez, vous pouvez prendre d'ores et déjà des notes. Ça vous permettra, vous, de collecter vos documents et de les transmettre directement à ma collègue. Donc, on aura besoin, ça c'est essentiel, comme je vous l'ai dit, de la copie de votre bail commercial. On a évidemment besoin de votre attestation d'achat pour nous prouver que vous êtes bien le propriétaire du bien. On aura besoin également des factures de loyer. Sans ça, on ne pourra pas valoriser votre bien. Et si possible, les comptes d'exploitation des résidences. Normalement, les exploitants sont dans l'obligation de vous les transmettre. Si vous ne les avez pas, il faudra effectuer la demande ou nous, peut-être qu'en interne, on les a déjà. Donc, à voir, mais si vous les avez, c'est bien de nous les transmettre. Et puis également, on aime bien avoir votre taxe foncière et vos derniers appels de fonds pour savoir un petit peu les charges que vous avez. Parce que ça peut également impacter un petit peu le rendement. On l'a vu récemment sur une résidence de tourisme, par exemple, les charges étaient très, très élevées. Donc forcément, si les charges sont très élevées, le rendement attendu brut sera plus élevé parce qu'effectivement, après, quand on enlève toutes les charges, le rendement net va forcément être impacté. Donc voilà, ça peut être important. Mais vraiment, les 4 documents principaux, c'est votre attestation d'achat, votre bail commercial, les factures de loyer et les comptes d'exploitation de l'exploitant. Donc voilà, ça c'est la première chose. Vous effectuez donc la demande d'évaluation. Si ensuite, après réception de l'évaluation de ma collaboratrice, vous êtes intéressé donc pour revendre votre bien, à ce moment-là, on mettra en place le mandat de vente, donc exclusif. On vous demandera de compléter un questionnaire d'état civil et c'est à ce moment-là qu'on pourra rédiger le mandat et le lancer en signature électronique. Une fois que le mandat est signé par l'ensemble des parties, on vous demandera d'autres documents. Alors, nous, on va vous aider. Par exemple, on va organiser les diagnostics parce que, voilà, c'est quand même assez particulier. On sait qu'il y a un exploitant sur place. Nous, on a des diagnostiqueurs un petit peu partout en France qu'on connaît maintenant. Et on a également les contacts au sein de la résidence. Donc, on les planifie. Donc, là-dessus, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc, on planifie les diagnostics et on vous demande un certain nombre de documents. En fait, sur notre plateforme, vous allez voir les documents nécessaires pour commercialiser votre bien. Et tant qu'on n'aura pas, nous, l'ensemble des documents, on ne pourra malheureusement pas commercialiser. Donc, parfois, on a des vendeurs qui sont très réactifs et on arrive à commercialiser un bien sous quelques jours. En revanche, on a parfois, malheureusement, des vendeurs qui ne sont pas du tout réactifs et ça nous est arrivé de commercialiser un bien après 2, voire 3 mois parce qu'on n'avait aucune nouvelle du vendeur. Donc, on vous demande, bien évidemment, si vous souhaitez vendre votre bien, il faut être quand même assez sérieux et carré à ce sujet parce qu'effectivement, nous, on ne peut pas avancer sur la commercialisation et on ne peut pas commercialiser un bien si on n'a pas tous ces documents. Donc, voilà pour la préparation du dossier. Une fois qu'on a enfin rassemblé l'ensemble des documents, et ça peut être très rapide, hein, parfois, on a des belles surprises, les diagnostiqueurs sont réactifs, on a des rendez-vous assez facilement. Vous, en tant que vendeur, vous avez été également assez réactif. On peut mettre en commercialisation assez rapidement. Nous, on fera ensuite, évidemment, le marketing et la diffusion auprès de nos partenaires, donc conseillers en gestion de patrimoine. On diffuse votre bien sur notre plateforme et c'est à ce moment-là que les conseillers en gestion de patrimoine vont visualiser votre bien. Et si eux, en face, ils ont un investisseur qui est intéressé par votre bien, ils vont pouvoir optionner votre bien. Donc ça, je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. Vous allez recevoir des SMS où on va vous dire vous avez une option sur votre bien. Ça ne veut pas dire qu'il est vendu. C'est simplement qu'il y a effectivement de l'intérêt pour votre bien. Donc, c'est plutôt positif quand vous recevez ce type d'SMS parce que ça veut dire qu'un conseiller en gestion de patrimoine est en train de préparer une simulation pour son client et va lui présenter votre bien. Donc, ça, c'est positif. Néanmoins, option ne veut pas dire offre. C'est-à-dire que le conseiller va présenter votre bien. Néanmoins, si le client en face, finalement, il n'est pas emballé par le LMNP ou par la résidence ou l'emplacement ou autre, ou même le rendement, ou voilà, il a des raisons personnelles de ne pas être intéressé, à ce moment-là, l'option va se libérer et votre bien sera évidemment toujours disponible pour nos autres partenaires et à ce moment-là, vous aurez peut-être quelques jours après une nouvelle option. Nous, en interne, on ne va pas forcément vous tenir au courant à chaque fois du résultat des options parce qu'il y a parfois énormément d'options et avant d'avoir une offre, ça peut prendre un peu de temps. Parfois, ça peut être très rapide. Des fois, on a des offres très rapidement et sous une semaine, on peut votre bien. Mais encore une fois, on est là aujourd'hui sur un marché un petit peu différent.
Ça prend un peu plus de temps. Les investisseurs prennent le temps de vraiment de se renseigner et on n'a pas des offres très rapidement. Aujourd'hui, il faut un peu plus de temps pour valider et les conseillers en gestion de patrimoine nous le disent bien. Avant, on avait des options qui duraient 4 jours. Aujourd'hui, les options sont 4 jours avec possibilité de rallonger 4 jours. Donc, si vous n'entendez pas parler de nous pendant plus d'une semaine après avoir reçu un SMS option, c'est que simplement soit l'acquéreur n'a pas donné suite ou parce qu'on n'a pas encore reçu d'offre. Néanmoins, évidemment, dès qu'on reçoit une offre pour votre bien, on vous appellera ou on vous enverra un email si on n'arrive pas à vous joindre. Mais voilà, on vous communique toutes les offres qu'on reçoit, évidemment. Et après, nous, on vous conseille. Alors, ça, c'est pareil, ça a changé depuis 2 ans. Quand on a commencé l'activité, on avait des offres au prix toujours. Vraiment, il n'y avait jamais de négociation. Il y a 7 ans, je n'ai jamais négocié quoi que ce soit. Aujourd'hui, le marché, comme je vous l'ai dit, a changé. On est sur un marché vendeur. Il y a énormément de lots en stock. Et aujourd'hui, on a 80% du temps des offres qui sont pas forcément au prix. Après, on reste sur souvent des petits budgets. Donc, on n'est pas sur des offres à 10 000 euros de moins, mais on peut avoir des offres à 1 000, 2 000, 3 000, voire 4 000 euros de moins. Parfois un peu plus quand on a des offres agressives. Mais c'est là que notre rôle de conseil intervient et on vous dira, attention, on trouve que c'est quand même un peu exagéré de la part du client. Moi, je vous conseille, par exemple, de couper la poire en deux ou pas du tout, ou de vous conseiller en disant, mais écoutez, là, on a eu, par exemple, si on vient tout juste de commercialiser votre bien et qu'on voit qu'on a des options et de l'intérêt, on vous dira, bon, là, non, c'est pas... on ne pense pas que c'est bien cette négociation. À la limite, on peut négocier de 1 000 euros, mais pas plus, parce qu'on trouve, nous, déjà que le prix est très bon et qu'il n'y a pas forcément de raison de négocier et que nous, on pense pouvoir avoir un autre investisseur prochainement. Mais voilà, aujourd'hui, le marché, il est quand même un peu plus compliqué. Donc on saura vous conseiller et vous dire s'il est pertinent ou non de négocier plus ou moins. Donc voilà, une fois que l'offre est passée et que vous et nous, on s'est mis d'accord avec l'investisseur, à ce moment-là, donc on passe à la qualification des acquéreurs, c'est-à-dire que on va nous réclamer des documents auprès de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. On va leur réclamer un dossier qui va nous permettre ensuite, nous, de rédiger le compromis de vente. Mais on va tout de même bien vérifier ces documents et s'assurer que l'acquéreur il est qualifié, c'est-à-dire on va regarder sa situation professionnelle, on va également parler avec le conseiller en gestion de patrimoine si on a un doute, parce que ça nous est arrivé parfois d'avoir des personnes effectivement qui étaient sans emploi, donc on ne comprenait pas, sachant qu'il y avait un prêt bancaire. Voilà, donc on va quand même étudier tout ça pour éviter une annulation en dernière minute et de perdre du temps, en fait, que ce soit pour nous ou même le conseiller en lui-même ou autre. Bon, souvent, ils sont très qualifiés parce que les conseillers en gestion de patrimoine font très bien leur travail. Ils vont vérifier déjà si le client est finançable ou non. Mais voilà, c'est quand même nous, notre rôle, quand on reçoit le dossier, de s'assurer que l'acquéreur est qualifié. Une fois que le compromis de vente, qu'on a bien qualifié tout ça, on va dire, on va rédiger le compromis de vente en interne. On fait tout en interne. On rédige les compromis de vente. On sait rédiger les compromis de vente. Et une fois que le compromis de vente est prêt, on va envoyer le projet à l'acquéreur et au vendeur. Et une fois que l'acquéreur et le vendeur ont bien validé le projet, on envoie tout en signature électronique. Donc, tout se fait électroniquement, c'est très rapide et puis ça évite les allers-retours par courrier comme on pouvait le faire il y a encore quelques années. Donc voilà, ça c'est donc le gros point. Une fois que le compromis est signé par l'ensemble des parties, là c'est pareil, on vous accompagne toujours. On va lancer la purge SRU, donc la purge qui donne le droit de rétractation à l'acquéreur. Donc c'est 10 jours. Et une fois que ces 10 jours sont passés, nous en interne, on va transmettre le dossier complet au notaire en charge. Alors là, par contre, je suis obligée de le souligner. Les notaires, je sais que parfois beaucoup d'entre vous souhaitent être accompagnés par votre notaire, souvent notaire de famille, notaire avec qui vous êtes passé sur toutes les transactions tout au long de votre vie, etc. On peut le comprendre. Après, on ne va pas vous obliger de passer par nos notaires, mais nous, on a des notaires un petit peu partout en France et ils font les ventes via des visios, donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Mais en tout cas, ces notaires sont
vraiment habitués avec les ventes en LMNP. Ils ont l'habitude, ils font que ça quasiment, donc, et ils nous connaissent très bien. Donc c'est vrai que les ventes vont avoir des délais mais plutôt corrects parce qu'on est souvent sous 2 mois et demi, 3 mois. Mais néanmoins, on le voit régulièrement et je l'ai vu encore hier. On a un notaire qui n'est pas notre notaire sur un dossier. Le compromis a été signé il y a 5 mois. Mais en fait, le notaire communique très peu avec nous, il ne donne pas d'infos, il n'est pas à l'aise avec le sujet, il a oublié de nous prévenir qu'il y avait un assainissement, un contrôle assainissement à effectuer. Bref, la communication est malheureusement pas assez présente, on n'arrive pas à les contacter. Donc, on insiste assez souvent pour dire, si vous passez par nous, essayez également de passer par nos notaires. On n'a rien à y gagner, hein, on n'a pas de partenariat, c'est juste qu'on se connaît très bien et qu'on sait que les ventes vont mieux se passer avec nos notaires. Donc voilà, et ensuite, on a une personne en interne qui s'occupe évidemment du suivi avec la notaire jusqu'à la signature et on vous tient évidemment au courant si on a besoin d'éléments complémentaires et on vous demande toujours de nous transmettre des documents si jamais vous avez reçu des documents entre-temps du syndic, par exemple un nouveau PV d'AG ou vos décomptes de charges ou votre nouvelle taxe foncière, etc. Donc voilà pour les étapes de la revente. J'espère que j'ai été claire et que ça vous semble pas trop compliqué. Voilà, maintenant je vais passer la main à ma collaboratrice, donc Gwenaëlle Plantive, qui va vous expliquer les aspects fiscaux à anticiper. Je lui laisse donc la main. Plusieurs aspects fiscaux qui vont être anticipés. On va faire le point sur les trois points fiscaux à revoir. On va notamment avoir la TVA. C'est-à-dire que souvent, ce sont des biens de première main qui ont été vendus. Ce sont des biens qui ont fait l'objet d'une récupération de TVA lors de l'acquisition du neuf. Dans le cadre en fait, de cette acquisition, il y avait un engagement de la part du propriétaire de louer le bien pendant 20 années. Si on vend avant les 20 années, la TVA le solde de la TVA restante est à reverser à l'administration fiscale. Alors, ça, c'est dans les cas dans les livres. En revanche, dans le cas où vous vendez le bien avec le bail commercial, donc en général, c'est le cas. Lorsque vous revendez le bien avec le bail commercial à un propriétaire qui va reprendre ce bien en exploitation, vous n'avez pas à rembourser en fait le solde de la TVA restante. En revanche, vous aurez certainement à informer le propriétaire du montant du solde de la TVA restante. Donc ça, c'est une question que le notaire va vous poser, qui sera demandée normalement à votre comptable en amont de la vente. Donc ça, c'est pour la TVA. Donc pas de remboursement de TVA à prévoir en cas de revente du bien avec le bail commercial. À vérifier, certains d'entre vous en résidence gérée ont investi sous le dispositif Censi-Bouvard. Donc, c'était un dispositif qui était plutôt attractif dans la mesure où vous avez pu récupérer, enfin défiscaliser sur votre impôt sur le revenu global. En revanche, vous vous étiez engagé à louer pendant 9 ans sous bail commercial ce bien. Si vous revendez avant 9 ans, eh bien, normalement, vous ne pouvez pas revendre le bien avant ces 9 années. Donc, si vous vendez avant ces 9 années, vous devez en fait reverser tout le bénéfice, l'intégralité en fait de l'avantage fiscal que vous avez pu percevoir au cours des 7-8 années restantes. Donc, normalement, avant de revendre un bien en Censi-Bouvard, on ne revend qu'au-delà des 9 années de défiscalisation. Alors, je vais juste revoir s'il y avait des questions sur le sujet. Concerne du coup le dernier aspect fiscal, donc qui est à jour sur les dernières, la dernière loi de 2025. Donc ça va être sur la plus-value.
Donc maintenant, en fait, on va faire le calcul de la plus-value. Le calcul de la plus-value d'un bien en résidence gérée se fait, on prend le prix de vente moins le prix d'achat et on va venir déduire les amortissements utilisés. Donc ça, c'est une nouveauté depuis le 1er janvier 2025. Avant, on n'avait pas besoin de réintégrer les amortissements utilisés pendant la période d'activité. Et on va venir également déduire ensuite les frais d'acquisition, ce qui va donner une plus-value brute. Cette plus-value brute va être imposable à hauteur de 19% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont à jour en 2025, qui peuvent évoluer à la prochaine loi de finances. À savoir que sur cette plus-value brute, il y a quand même une décote qui se fait année par année et qu'il y a une absence de plus-value au bout de 32 ou 33 années d'exploitation. À savoir que si vous avez investi en résidence étudiante, senior et EHPAD, on ne va pas venir déduire les amortissements qui ont été pratiqués. Alors, seules les résidences de tourisme doivent réintégrer les amortissements utilisés pendant cette période-là. Alors, moi, je n'ai pas de questions visiblement sur les aspects fiscaux. Alors, j'ai une question sur l'INPI. En cas de vente, y a-t-il une déclaration à faire auprès de l'INPI? Effectivement, en cas de vente, vous devez… alors, ça va dépendre de combien de lots vous avez. Si vous avez plusieurs lots, vous devez vérifier auprès de l'INPI que tous les établissements ont bien été créés sur le site de l'INPI et le bien qui a été vendu, vous devez le fermer. En revanche, si vous avez qu'un seul lot, vous devez fermer, du coup, cesser votre activité de loueur en meublé auprès de l'INPI. Et si vous avez deux lots et qu'il s'agit, le lot vendu était le lot de l'activité principale, vous devez faire un transfert de l'activité sur l'établissement secondaire et ensuite fermer l'établissement qui est devenu l'établissement secondaire. Quid des amortissements en résidence à faire également, comme le tourisme, ils ne font pas partie de ces exceptions. Donc, vous devez réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value. Que se passe-t-il s'il y a une moins-value à la revente? Il se passe rien. Si vous avez une moins-value, il y a une moins-value. Alors, pour la plus-value, était-ce le même calcul en LMP? Non. En LMP, le calcul est plus complexe. Vous avez de la plus-value qui est calculée sur de la plus-value à long terme et sur la plus-value à court terme, avec également effectivement les amortissements qui font partie de cette base de calcul. La plus-value des LMP, elle est calculée par le comptable qui établit l'alias fiscal, à savoir que la plus-value des LMNP, elle est calculée par le notaire en charge de la vente. Alors, effectivement, les amortissements utilisés. Donc, on avait fait une thématique sur la plus-value en juin dernier. Donc, j'ai fait des slides assez simplifiés aujourd'hui. Donc, les amortissements utilisés dans le cadre du LMNP, ce sont les amortissements déduits fiscalement, effectivement. C'est bien ça, à savoir que j'étais revenue un petit peu sur tout le principe de l'amortissement au mois de juin dernier pour refaire un petit topo pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne maîtrisent pas complètement le sujet. Vous avez le droit en fait à une dotation annuelle chaque année des amortissements qui peut être par exemple, je vais dire, de 7 000 € par an, mais en fonction des différentes charges, vous ne pouvez pas utiliser toute la quote-part des amortissements parce que l'amortissement ne peut pas venir créer de déficit. Donc, on ne va utiliser que les amortissements, que la part des 7 000, par exemple, qui vont faire que le résultat est à 0. Les amortissements, du coup, non utilisés, eux, ne font pas partie du calcul des amortissements pratiqués ou utilisés lors du calcul de la plus-value. Donc, j'espère
que c'est clair. Peut-être que sous forme de schéma, c'est plus simple. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions à ce sujet. Je pourrais également faire parvenir vraiment les calculs un peu plus détaillés sur la plus-value et notamment avec les abattements année par année. Alors, je vais vous transmettre le lien à tous de Karine qui est en charge des évaluations sur le chat suite aux questions qui ont été posées. Voilà, donc c'est gestion@clavipierre.fr. S'il y a des questions sur la fiscalité, je vous transmets mon adresse mail également à moi dans le chat. Je vais revoir encore s'il y a d'autres questions. Je vais partager également le lien de la chaîne YouTube si vous souhaitez voir le replay. Alors, ne quittez pas tout de suite. Il y a encore Mélissa qui va reprendre les questions et qui conclura également ce webinaire. Et puis après, je vais redonner la main du coup à Mélissa parce que je pense avoir fait le tour des questions sur la fiscalité. Voilà, je vous remercie en tout cas. Alors, je reprends donc la main pour terminer ce webinaire. Effectivement, vous avez été nombreux à nous demander le contact de notre collaboratrice qui s'occupe des évaluations. Donc, les évaluations, comme je l'ai dit précédemment, sont gratuites. Je vous ai transmis également la liste des documents à fournir qui sont également indiqués ici. Donc, l'acte d'achat ou l'attestation d'achat, le bail commercial, vos dernières factures de loyer, la dernière taxe foncière, si possible les plans. Bon, ça c'est plus pour la commercialisation, mais c'est toujours bien pour nous de les avoir. Le dernier décompte de charges. Si nous ne sommes pas syndic, si majoritairement on est syndic, donc là on peut avoir les décomptes en interne, effectivement. Après, si vous les avez, ça nous facilite la tâche et ça nous évite d'aller voir à chaque fois les gestionnaires ou les comptables pour leur réclamer les documents. Et les comptes d'exploitation, alors j'ai vu une question à ce sujet, c'est vrai que parfois le gestionnaire ne va pas forcément vous en faire parvenir une copie et c'est là où nous on peut évidemment intervenir parce qu'on a des contacts avec des exploitants. Donc, on peut leur demander directement. Après, certains gestionnaires, je sais qu'ils ne veulent pas nous les transmettre si nous ne sommes pas propriétaires. Donc, on vous indiquera comment il faut le demander. On vous aide toujours à ce sujet. Mais voilà, vous pouvez effectuer vos demandes d'évaluation à Karine. Si possible, d'abord par email. Lui transmettre les éléments et effectivement après si vous avez des questions concernant l'évaluation qu'elle vous a transmise ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez la joindre. Après aujourd'hui vous êtes quand même assez nombreux donc l'idée c'est pas non plus de tous l'appeler cet après-midi parce qu'elle ne va pas s'en sortir. Donc je préfère quand même le souligner. Donc voilà un petit peu comment tout ça fonctionne. J'espère qu'on a été assez clair avec Gwenaëlle, qu'on a bien su vous expliquer un petit peu les spécificités de ce marché. J'espère que vous avez bien compris comment nous, en interne, on effectue les évaluations. Voilà, j'ai également vu des questions concernant quand vous êtes avec un bail en tacite. J'ai vu tout à l'heure la question comment ça se passe. Eh bien, n'hésitez pas tout de même à nous transmettre vos éléments. En fait, que le bail soit en tacite, ce n'est pas forcément négatif. On a des résidences où on a un bail en tacite, la résidence fonctionne bien, l'exploitant est bon, on a une régularité sur le paiement des loyers. Ce n'est pas forcément négatif, la tacite reconduction. Ça veut dire que tout le monde est satisfait. Ça veut dire que le gestionnaire n'est pas revenu vers vous en vous demandant, par exemple, un renouvellement. Mais souvent, qui dit renouvellement, il y a des nouvelles négociations, notamment parfois une baisse de prix, parfois l'article 606 qui était à la charge de l'exploitant, ils vont le demander finalement que ce soit à la charge du preneur, du moins que ça soit écrit sur le bail. Donc voilà, qu'un bail soit en tacite, ça peut parfois être négatif, effectivement, mais ça peut être positif. Donc, vous pouvez nous envoyer votre bail actuel, malgré qu'il soit en tacite, il est toujours valable. Donc, vous pouvez nous l'envoyer. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre là en live? Je sais que mes collaboratrices ont eu énormément de questions tout au long du webinaire. Si toutefois vous en avez d'autres tout de suite, je peux vous répondre.
Là, j'ai une question. Est-ce que vous feriez la revente en bloc d'une résidence de studio gérée en LMNP? Alors là, nous, la revente en bloc, honnêtement, non, on n'en fait pas. Et une résidence de studio gérée en LMNP, j'imagine que ça sous-entend vous n'avez pas d'exploitant sur place. Donc là, c'est vraiment quelque chose de spécifique qu'on ne fait pas, nous, actuellement. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai l'impression que mes collaboratrices ont bien répondu parce que je ne vois pas de nouvelles questions. Tac. Je vérifie quand même. Ah, si, je vois. Une revente directe entre un vendeur et un acheteur sans passer par un intermédiaire est-elle possible? Alors, j'ai envie de dire tout est possible, effectivement. Après, encore une fois, comme je vous l'ai indiqué, c'est quand même un marché très spécifique. Honnêtement, vous pouvez mettre une annonce sur Le Bon Coin ou sur une autre plateforme qui effectue des ventes classiques, mais je ne suis pas certaine que vous allez trouver preneur sur ce type de plateforme, ou plutôt vous allez recevoir énormément d'appels et énormément d'emails, parce que souvent le prix de vente de ce type de bien est assez inférieur par rapport au prix au mètre carré local. Donc ça va attirer énormément de demandes. Par contre, les gens ne vont pas comprendre qu'il y a un bail commercial, qu'il y a un exploitant, qu'ils ne peuvent pas résider qu'ils ne peuvent pas vivre comme une habitation principale dans le bien. Voilà, on a tenté au début, nous, de mettre des annonces comme ça sur Le Bon Coin, mais honnêtement, c'était très négatif. Vraiment, ces ventes-là se font majoritairement via des conseillers en gestion de patrimoine. Nous, notre plateforme, elle est accessible uniquement à nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Voilà. Après, les ventes en direct, c'est certain, il doit y en avoir. Mais je pense que c'est une petite partie des ventes. Et aujourd'hui, en tout cas, voilà, rien ne vous empêche de le faire, mais si vous voulez vendre votre bien par vous-même, si vous n'avez pas toutes les connaissances, tous les documents, etc., vous allez manquer d'informations et vous allez mal informer votre acquéreur. Et voilà, je vous le déconseille parce que ça risque peut-être de vous poser plusieurs problèmes après. Donc voilà par rapport à ce marché, encore une fois, qui est différent, et c'est plus difficile, je pense, de passer en direct. Je regarde s'il y a d'autres questions. Après, c'est très bien, ça veut dire qu'on a été assez clair. De toute manière, si vous avez d'autres questions, voilà, vous avez les coordonnées de Karine Boucherie. Moi, vous pouvez également me joindre. C'est l'email melissa@clavipierre.fr. Voilà, vous pouvez toujours nous joindre si vous avez d'autres questions techniques ou autres. On est là pour y répondre. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention. Je suis vraiment navrée, ma caméra n'a pas marché, mais bon, j'espère que vous avez pu suivre. En tout cas, merci encore de votre attention. Et puis, dernière question, je suis preneuse. Quel sujet souhaitez-vous que l'on aborde lors des prochains webinaires? Quel sujet souhaitez-vous qu'on vous explique? Nous, on est toujours à l'écoute de cela, donc n'hésitez pas à nous proposer des sujets et on fera au mieux pour y répondre lors de nos futurs webinaires, sûrement en 2026. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, peut-être à très bientôt. Encore merci à vous tous. Au revoir.